Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être ici au One to One Monaco. Merci aussi à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux du One to One Monaco. L'intervention est aussi enregistrée pour après. Voilà, j'ai la chance d'être avec deux grands experts du retail et avec un prisme très tech. On va en parler évidemment. Raphaël Catan, expert retail et transformation. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Et Édouard de Miolis, expert retail aussi pendant plus de 20 ans et partenaire de Black Pixel, un cabinet d'analyse prospective sur les nouvelles technologies. Alors, c'est vrai qu'ici, dans les couloirs du one-to-one ou sur scène, on parle énormément de l'intelligence artificielle. Vous êtes deux experts retail et aussi nouvelles technologies et donc forcément IA. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous voyez l'ampleur de l'IA aujourd'hui dans le retail? Écoute, s'il fallait résumer en une phrase, tu te souviens Lavoisier, les profs de physique au collège, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comme ça que les retailers abordent l'IA en ce moment. C'est-à-dire qu'ils n'inventent pas aujourd'hui des nouveaux business models avec l'IA, mais très majoritairement, ils regardent toute la chaîne de valeur du retail et ils essayent de l'optimiser. Voilà, en prenant chaque étape et en voyant ce qu'on peut améliorer, mais on ne crée rien de nouveau. Et à la limite, c'est tant mieux parce que, il n'y a pas foncièrement à réinventer le retail à chaque nouvelle technologie, mais comment on s'en sert pour mieux opérer. Et back to basic, tu avais une conférence. C'est notre conférence d'ouverture, voilà. le retour aux fondamentaux dans le commerce. Et c'est en fait le retour aux fondamentaux encore mieux qu'avant. Édouard? Alors, moi, je dirais que c'est une évolution technologique, comme on l'a eu avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée du téléphone portable, l'ordinateur portable, etc. Donc, ça se diffuse dans la société, hein, qu'elle soit dans le retail ou dans d'autres secteurs. Donc, il y a une adoption qui est évidente aujourd'hui, qui est visible, qui est traduite d'ailleurs par un rayonnement important dans les médias de ce sujet de l'IA, côté utilisateur, consommateur, comme côté de l'entreprise, retailer, négociant. Donc c'est un mouvement, comme on l'a entendu ce matin dans un atelier, qui est une vague qu'il faut prendre. Elle se traduit dans ma lecture par trois postures. La posture de ceux qui réfutent, elle existe. C'est de la hype, attendons voir. Il y a ceux qui sont curieux, volontaires, mais qui ont une forme d'appréhension assez logique sur la manière avec laquelle introduire le sujet. Et puis après, il y a le troisième camp qui est important de mon point de vue, c'est subjectif, c'est le camp des anxieux, le camp de ceux qui, ne connaissant pas ou méconnaissant le sujet, se retrouvent inquiets. Après, au-delà de cette posture, on a des cas pratiques qui sont de plus en plus nombreux. Cas pratiques qu'il faut rappeler quand même avec un préambule, qui est que quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle de trois types d'IA qui sont trois phases en fait de l'évolution de cette technologie, hein, pour vulgariser très grossièrement. L'IA, c'est learning, celle qui apprend, l'IA qui prédit et l'IA qui génère. Aujourd'hui, l'association des trois permet de développer des outils qui peuvent accompagner, épauler, supporter la performance et l'exécution de nos différents métiers qui composent l'e-commerce, le commerce et l'e-commerce. C'est super important ce qu'Edouard dit. L'IA générative, depuis 2 ans et demi, 3 ans, a eu tendance à devenir l'arbre qui cache la forêt. On oublie que l'IA, avant, c'était du prédictif et l'IA est utilisée par des retailers depuis des années et des années. Et du coup, en termes de stratégie pour les entreprises et les retailers, c'est bien d'être sûr d'être sur les deux sujets parallèlement. Où est-ce que l'IA générative, prédictive, computer vision, etc., peut nous apporter des avantages compétitifs majeurs, et parallèlement, comment on libère la capacité de chaque collaborateur à gagner en efficacité, en productivité, en qualité de leur travail avec des IA génératives dans leurs mains. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et parfois, l'IA générative dans les entreprises mettent tellement d'efforts là-dessus qu'on oublie tout le reste. C'est vrai. Et d'ailleurs, on va vous donner quelques exemples, quelques cas pratiques concrets, quelques conseils aussi pour mettre de l'IA dans votre entreprise, dans votre organisation. On a effectivement quelques conseils pratico-pratiques à vous donner, donc restez avec nous. Tous les métiers sont transformés, évidemment, avec l'intelligence artificielle. Est-ce que dans le retail, il y a des métiers spécifiques qui vont être plus touchés que d'autres? Édouard et après Raphaël, peut-être.
Alors, si on prend un petit peu de recul quant à ces technologies, aujourd'hui, elles sont capables de deux choses. Elles sont capables de calculer de la grande masse de données, donc d'en sortir des insights pour aider à la décision, comme on l'avait avant, mais de manière beaucoup plus, on va dire, fine et puissante, beaucoup plus réactive. Donc j'aurais tendance à dire que cet axe-là va nous aider à optimiser les métiers de transitique, de technique, d'opération technologique. Donc je dirais la supply, la logistique, tout ce qui est lié à l'exécution et la mécanisation. Et puis après, il y a l'autre axe, c'est que ces technologies sont capables de produire du contenu, de créer. Donc tous les métiers qui ont un fondement créatif de production de contenu, textuel, visuel, audio, sont amenés évidemment à être épaulés, impactés par ces technologies-là. Raphaël? Plusieurs choses, effectivement, ce que dit Edouard, beaucoup de métiers, quasiment la totalité des métiers va être impacté un moment ou un autre par l'IA générative. Un métier qui ne va pas changer, ou en tout cas qui ne va pas disparaître de manière certaine, c'est le métier de conseiller en point de vente ou de vendeur dans le retail. C'est unanime. Pourquoi je reviens du NRF à New York au mois de janvier et je te laisse imaginer qu'on a vu des centaines de cas d'usage d'IA dans le retail. Unanimement, le rôle du vendeur en point de vente est perçu comme absolument nécessaire. On va lui donner des super pouvoirs à ce vendeur grâce à l'IA en lui donnant la bonne information au bon moment ou la capacité à exprimer correctement la bonne chose au bon moment. Mais l'idée n'est pas de remplacer l'humain. Les consommateurs aujourd'hui veulent de l'humain dans le point de vente et tous les systèmes d'automatisation du point de vente, les robots qu'on a vus en point de vente, les miroirs connectés, les miroirs interactifs ont tendance à disparaître au profit on remet de l'humain à qui on donne des super pouvoirs. J'ai bien aimé la patronne de Sephora North America qui disait nous en fait l'IA sert de conversation starter, donc de starter de conversation pour que nos beauty advisors aient finalement le bon sujet de conversation grâce à l'historique client et aux recommandations qu'on lui donne. Mais finalement, ce qui fait la vente, c'est sa force de conseil. C'est l'humain. C'est l'humain. Donc l'humain reste au cœur quand même du processus de vente. Oui. Il faudra qu'on parle de management. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou après, mais il faudra qu'on parle de management parce que le management va être très impacté. Et bien on va en parler tout de suite. Peut-être un dernier mot sur l'IA et qui va bousculer, transformer, qui transforme déjà les métiers. Édouard ? Les métiers, j'ai répondu sur tous ceux qui ont une corrélation, je pense, au marketing et à la façon de faire du commerce, et sur tous ceux qui sont sur la supply et la mécanisation. Je pense qu'il faut aussi regarder du côté du consommateur, parce que l'arrivée de ces technologies-là, les premiers adopteurs aujourd'hui, on parle de plus de 400 millions maintenant d'utilisateurs quotidiens de ChatGPT, ça induit une évolution du comportement du consommateur, notamment quant à l'outil technologique, et donc implicitement au commerce. Et il est intéressant d'ailleurs, pour illustrer mon propos, de regarder les initiatives de Walmart. Alors Walmart, je rappelle juste les ordres de grandeur, c'est 2,2 millions de collaborateurs, c'est plus de 4400 et quelques magasins dans le monde, et c'est, je crois, 170 millions de clients. Donc Walmart a adopté l'IA dans différentes dimensions. La première, côté du contact du consommateur, qui aujourd'hui est dans une configuration capable, voire même peut-être demandeur, ça dépend des différents pays, de commander en vocal, comme on a eu avec les premières initiatives, Alexa et autres Google vont devenir beaucoup plus capables, puisque la voix devient un vecteur d'échange avec des sites e-commerce et des enseignes via téléphone de manière beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace. Tout ce qui est interaction avec un site e-commerce devient plus intelligent. On met l'apprenant, le prédictif et le génératif. Donc tout ce qui est lié à la relation avec le prospect, avec le client ont évolué. Walmart a saisi ça avec notamment donc, du text to search, donc l'optimisation du search dans leur moteur de recherche, du voice order commandé par la voix. Ils ont mis aussi en place de l'assistance vocale dans les magasins, qui sont des grands magasins dans les grands malls américains, qui permettent donc d'interagir avec un agent intelligent, qui permettent à la force de vente en magasin d'améliorer leur efficacité sur le terrain. Et après, si on descend, on peut en lister beaucoup, il y a beaucoup de use cases. On peut aller même jusqu'à des fonctions d'achat qui ont été assistées, voire déléguées
à des agents intelligents. Donc les deux parties étaient évidemment volontaires pour faire ce test-là, mais l'illustration de ce cas pratique est quand même symbolique, intéressante. Elle permet de montrer que le scope complet des activités de commerce est exposé. Alors est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Je pense que c'est une bonne opportunité, moi, à mon sens, mais à prendre avec pragmatisme, est exposé à ces technologies. Pour rendre ça très clair, ce que tu dis, c'est les négociations annuelles entre les acheteurs de Walmart et les industriels de la grande conso qui vendent, les marques qui vendent. Cette négo, on sait qu'elle est souvent assez douloureuse et punchy. Là, Walmart a délégué une partie de la négo à des agents IA, c'est ça? Exactement. Il y a eu une délégation de cycle d'achat avec des agents intelligents, effectivement. Pas mal. Alors, il y a aussi effectivement la question de l'acceptabilité de l'IA. On voit que voilà, dans les entreprises, il y a des salariés qui sont plutôt réticents à utiliser de l'intelligence artificielle. Ils ont peur, évidemment, d'être remplacés. On peut les comprendre aussi. C'est vrai que c'est quand même un état d'esprit à développer, à avoir. Voilà, on ne connaît pas aussi tout l'impact que l'IA va avoir. Comment on fait quand on est chef d'entreprise ou chef d'une équipe pour faire accepter quelque part à ses collaborateurs d'utiliser de l'IA et notamment de l'IA générative, Raphaël? Alors, déjà, on ne peut pas ne pas dire cette phrase que vous avez probablement tous entendue, mais est-ce que l'IA va prendre votre poste? C'est pas sûr. Quelqu'un qui sait manipuler l'IA la prendra à coup sûr. Donc, rejeter une technologie pour le rejeter, c'est à coup quasiment sûr se rendre in fine inemployable. Ça, c'est quand même un discours que les chefs d'entreprise doivent essayer de tenir auprès des collaborateurs. Ensuite, il y a un vrai enjeu, en parlant d'acceptabilité de l'IA, de transparence dans l'algorithme. Comment fonctionne l'IA? Pour le rendre acceptable, il faut aussi comprendre comment fonctionne une IA. Comprendre qu'une IA générative, c'est un algorithme prédictif qui prédit le mot suivant. Ça permet quand même de prendre du recul en disant oui, ça peut m'aider à formuler des contenus intéressants pour mon site web, à m'aider à écrire des mails, mais quand même, je dois garder l'esprit critique et il faut que je développe cet esprit critique. Libérer aussi quelque part du temps à des tâches répétitives pour donner des nouvelles responsabilités à plus forte valeur ajoutée, c'est aussi une autre manière de rendre l'IA et l'adoption de l'IA parfaitement acceptable. Mais ça doit se penser, ça doit se réfléchir et ça doit s'accompagner dans la durée. Et évidemment, c'est là où toutes les techniques de change, c'est des projets de transformation comme d'autres projets qu'on a vécu précédemment dans le digital. Et l'importance de la conduite du changement sur ce sujet-là est fondamentale. Ouais. Édouard, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je voudrais répondre avec un angle un petit peu différent, mais complètement complémentaire. C'est que une phrase que j'aime bien, c'est l'acceptabilité de l'IA ne se décrète pas, elle s'éprouve. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est une technologie, l'intelligence artificielle générative, notamment en ce moment, qui est intrusive sur la fonction, sur le poste de travail. Et donc elle est intrusive sur la façon avec laquelle les collaborateurs et le collectif entreprise agit dans son quotidien. Cette acceptabilité donc organisationnelle est un enjeu. Il ne se décrète pas comme ça, il doit s'accompagner, on va en parler. Il est social aussi. Quel est le contrat que l'on propose quand on prend l'initiative de soutenir l'adoption de ces outils-là dans une entreprise qui va se traduire par l'efficacité, qui va se traduire par l'augmentation des performances, de la connaissance, et donc on va dire l'augmentation du collaborateur. Et le dernier, qui est assez élémentaire, c'est l'acceptabilité pratique. C'est le comment fondamentalement. Donc je dirais qu'on a dans le collectif aujourd'hui retenu que c'est surtout l'efficacité. Et je dirais aujourd'hui, c'est pas forcément que l'efficacité, que l'automatisation. C'est aussi une façon, c'est aussi un but de voir comment est-ce que l'on peut accompagner, augmenter, assurer, assister. Et le curseur entre efficacité et assistance fait partie, je pense, de l'enjeu principal de la stratégie que l'entreprise doit appliquer pour traiter ce que j'appellerais cet acceptance factor. C'est assez amusant d'ailleurs, acceptance factor me vient comme ça, c'est un terme, je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu il y a quelques années, qui reste d'ailleurs pour moi un sujet de société aujourd'hui, c'est le Women Acceptance Factor.
C'est quoi exactement? Le Women's Acceptance Factor, c'est dans quelle mesure ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Bon, à l'époque, c'était lié à des technologies ou c'était lié à différents clivages qui aujourd'hui ne méritent plus d'être débattus parce que les fonctions et les sujets de parité sont plus un débat, ça ne doit plus l'être. Et il y avait eu, donc je ne sais plus, c'était il y a 10 ou 15 ans, le WEF, le WEF, le Women's Acceptance Factor, qui était appliqué à un produit technologique qui était accepté par l'autorité féminine dans le foyer. Donc est-ce que c'est girly en fait? Et je dirais que le Enterprise Acceptance Factor sur l'IA est un point intéressant à avoir à l'esprit dans les 3 dimensions que j'ai énoncées, qui sont dimensions organisationnelles, sociales et pratiques. Raphaël? Ouais, cette acceptabilité ultra importante, et je vais aller un cran plus loin. La prochaine révolution de l'IA, c'est l'IA agentique, donc de l'IA qui va être capable de prendre des décisions de manière tout à fait autonome. C'est prêt à être déployé dans les entreprises du retail, ça prendra plus ou moins de temps, mais là, il va falloir travailler très fort cette acceptabilité. Je vais prendre un exemple très précis. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes chef de rayon dans n'importe quelle enseigne de grande consommation, fruits et légumes, peu importe le rayon. Vous avez de l'IA prédictive qui est généralement entraînée depuis tellement d'années qu'elle est plus fiable que vous sur la prise de commande. Mais aujourd'hui, c'est une recommandation et le chef de rayon a toujours la main dessus en disant mais je pense que l'IA se trompe et donc je vais changer le curseur. Sauf que l'IA est plus fiable, donc qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques semaines? Et Walmart va commencer dès cette année aux États-Unis. Ils vont empêcher le chef de rayon de pouvoir changer les chiffres que l'IA lui recommande. Ça veut dire que tu supprimes un pan entier de l'activité. Donc en termes d'acceptabilité, accepter que tu te coupes un bras, tu peux faire plein d'autres choses, mais justement, comment tu vas accompagner ta nouvelle fonction? Et ça veut dire, pour aller plus loin, que sur certains pans de ton métier, tu seras peut-être demain managé par des agents IA. Je peux donner d'autres exemples, je donnerai un autre exemple tout à l'heure si on a le temps. Et parallèlement, en tant que manager, tu vas manager des humains et par certains endroits des agents IA. Donc il va falloir aussi que tu apprennes à manager des agents IA. Est-ce qu'ils obtiennent le ROI qu'on leur a demandé? Est-ce qu'ils prennent des décisions éthiques, sachant qu'une IA n'est pas programmée pour prendre des décisions éthiques, mais est-ce qu'on arrive à la programmer pour qu'elle prenne des décisions éthiques? Et est-ce qu'elle respecte les valeurs de l'entreprise? Donc je te laisse imaginer qu'en termes d'acceptabilité, quand tu vas être managé pour certains par des agents et quand tu vas manager des agents et des humains, il y a un chantier mais qui s'ouvre devant nous énorme. Je voudrais réagir sur 2 points. Le premier, c'est Walmart qui va imposer l'utilisation de cet outil qui est, quand on parle d'intelligence artificielle générative, un outil probabilistique. Donc c'est un outil qui, par définition, donne pas de certitude. Il donne une certitude en augmentant par rapport à l'employé organique, l'employé humain, oui. Quand on parle d'une volumétrie de données dans un temps donné où effectivement on a un progrès en termes de performance, d'efficacité. En revanche, ce sont des technologies qui, étant donné qu'elles sont probabilistiques, tâtonnent. Donc je dirais qu'entre certitude, épaulement, automatisation et délégation totale, il y a un enjeu de décision et de gestion qui est important. Exactement. Et en fait, pour l'instant, comment c'est géré dans les entreprises, est-ce que c'est globalement, généralement plus fiable que l'humain, en sachant pertinemment que ça peut jamais être fiable à 100%? C'est pas une automatisation sans faille. Voilà, non. Et l'humain étant tellement peu fiable sur certains sujets que parfois on peut switcher. Complètement. Alors, le temps file et on a encore 2-3 points à voir. Justement, sur cette acceptabilité, il y a aussi le rôle du DRH qui est peut-être plus important que jamais aujourd'hui. Quel rôle il a dans la prise en main de l'IA dans l'entreprise par rapport justement aux collaborateurs? Allez-y, Edouard. Ouais. Le patrimoine humain d'une entreprise est fondamental. L'intelligence artificielle aujourd'hui vient épauler ce patrimoine. Donc c'est conceptuel et c'est factuel dans certains use cases que l'on a échangés. Je dirais que le rôle du DRH est fondamental parce que dans ce patrimoine humain, on a une notion organisationnelle, comment est structurée l'entreprise, sur lequel le DRH évidemment a des responsabilités fondamentales, élémentaires, structurelles. Il y a une dimension, et j'en reviens toujours à mes 3 critères d'acceptabilité, l'acceptabilité sociale. Donc là, on remet sur la table la façon avec laquelle on peut exécuter un ensemble de tâches, ce qui fait une fonction. Donc on ne remet pas en cause la fonction, on remet en cause l'échelonnement
remettre en cause, après ça dépend de la stratégie, d'où d'ailleurs l'enjeu du DRH, est-ce qu'on remet en cause, est-ce qu'on ne remet pas en cause, est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on forme, est-ce qu'on remplace, est-ce qu'on délègue, donc là l'acceptabilité pratique, et je terminerai juste pour confirmer que le rôle du DRH est structurellement très important, particulièrement avec l'intrusion de ces technologies, et je dis bien intrusion parce que le Shadow AI, l'adoption de ces outils-là sur le téléphone mobile de chacun des collaborateurs, mais que ça va des enfants de 12 ans jusqu'aux collaborateurs en pré-retraite et après, est déjà acquis à ce type d'outils. Je dirais que son rôle, et je termine là-dessus, je te laisse la parole, c'est qu'en fait, une IA ne vaut que par la manière dont elle s'intègre, elle se légitimise et se heurte à nos habitudes et nos peurs. Et c'est assez important parce que la hype qu'on a sur l'IA, la médiation, le rayonnement qu'elle y a aujourd'hui, illustre la phrase que je viens de dire au niveau de la société. Donc quand on dit la société et la civilisation, c'est un sujet sociétal. Et pourquoi c'est un sujet sociétal? Parce que pour la première fois, on a des machines qui sont capables de traiter avec du langage, de manipuler de la connaissance de façon intelligible, intelligente, voire raisonnée. Je dis voire parce qu'on reste quand même sur des systèmes probabilistiques. Donc le rôle du DRH est fondamental. Complètement. Pour aller un peu sur le même registre qu'Edouard, on ne peut pas déléguer à la DSI la conduite du changement. Tout ce qu'Edouard a décrit, c'est la conduite du changement dans l'entreprise. Non, mais c'est le rôle de la DSI, c'est de trouver les outils, de mettre en place des outils fiables. Le RH, c'est la matière humaine, c'est que les outils humains fonctionnent. Oui. Et toute cette conduite du changement que tu as décrit, c'est au DRH de prendre en main le sujet en priorité. Accompagner les nouveaux modes de management avec l'IA dont on parlait juste avant, c'est des sujets. Et pour parfaire le tout, pour ajouter une idée en plus, il va falloir, les DRH vont devoir s'assurer que l'esprit critique vit et vit mieux que jamais dans l'entreprise. Dans une entreprise où la machine va proposer en permanence des nouvelles choses et des nouvelles idées qui sont probabilistiques et pas tout le temps 100% fiables, c'est l'esprit critique qui fera la différence. C'est pour nous, c'est pas pour nous, etc. C'est-à-dire, c'est l'humain qui est aidé par la machine, mais encore plus qu'avant et de manière exponentielle par rapport à avant. Mais au final, ce qui fera le succès ou l'échec d'une entreprise, c'est l'application bête de ce que dit la machine ou l'application intelligente de ce que dit la machine. Et la différence, c'est l'esprit critique. Donc, si je devais donner un conseil au DRH, c'est dans les 2 prochaines années, recréer des dispositifs d'accompagnement de l'esprit critique à tous les niveaux de l'entreprise, pas que chez les dirigeants. Alors, on a encore peut-être quelques minutes maximum. Sur la gouvernance aussi de l'IA, est-ce que, là, ça fait partie peut-être des conseils pratiques qu'on peut donner. Est-ce que c'est le CEO qui doit prendre en main l'IA dans l'entreprise? Est-ce que c'est les DSI? Est-ce que c'est les business units? Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça, Edouard, peut-être? Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, puisque chaque entreprise a ses attributs de taille, de culture, de secteur, que ce soit dans le retail ou ailleurs. Toute industrie a ses particularités. Je dirais plutôt c'est une question de momentum. Comment est-ce que l'entreprise va adopter les opportunités et de quelle manière, à quel rythme, avec quelle acceptabilité, et qu'en fonction du poids des ingrédients mis dans cette décision, c'est porté par évidemment le CEO, le patron, ou porté par l'entreprise elle-même. Je dis porté par l'entreprise elle-même parce que ce dont on discutait ce matin dans l'atelier sur l'accompagnement au changement, il est très régulièrement ressorti en termes de recommandations, de suggestions, de constats, même d'envie, que la notion d'ouvrir des zones de partage et d'échange dans la structure même de l'entreprise pour partager les passions, les savoirs, les curiosités, pour arrondir les anxiétés, les oppositions, les inquiétudes, les connaissances, c'est aussi une forme d'approche qui, je pense, est intéressante. Donc je ne serais pas dans le diktat, ça doit être porté, comme on a pu l'avoir avec le digital, par le CEO. Il faut qu'il y ait que l'acceptabilité de l'entreprise au global, dont le CEO est responsable, bien sûr. Le DRH doit être aussi adopteur, la technologie doit être support, et la connaissance de l'entreprise doit être considérée comme étant un réel patrimoine qui va venir s'infuser dans ces outils. Et je termine sur une dernière phrase, c'est que l'IA ne vaut que par la manière dont elle s'intègre à l'intelligence humaine. Complètement. On n'a encore vraiment pas beaucoup de temps. Alors, 2 minutes, une phrase, et j'aimerais quand même qu'on donne quelques conseils pratico-pratiques à ceux qui nous regardent. Pour formuler un rêve, en plus qu'Edouard dit, chaque patron d'activité, chaque membre du CODIR ou du COMEX doit être capable quelque part de choisir quelle est l'IA adaptée avec la DSI, un binôme avec la DSI, quelle est l'IA adaptée à son métier.
Mais il faut que les IA se parlent. Et on sait très bien que dans l'entreprise, il y a un vrai enjeu de silo dans toutes les entreprises et il faut que les entreprises se parlent. Peut-être que demain, la collaboration se fera grâce aux IA qui se parlent et qui forceront les humains à mieux se parler. C'est un rêve. C'est voilà, pourquoi pas. Dernier point, vraiment dernier point. On me susurre dans l'oreillette que c'est terminé. Mais juste, quel conseil on peut donner? Quel conseil vous avez à donner, vous qui êtes deux experts quand même du retail et des nouvelles technologies, à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont ici? Voilà, comment on peut mettre de l'IA dans son organisation de manière très simple? Comment on peut implémenter de l'IA dans son organisation quand on est une boîte retail? En comptant points ou en minutes? Vraiment, en pas beaucoup de temps. Raphaël. On y va vite. Il y a du shadow IA. Plus vous perdez de temps à vraiment dire on a un outil maison, il faut l'utiliser, on va vous aider à l'utiliser, plus vous développez du shadow IA. C'est pas l'idéal. Donc on y va vite. On libère les énergies. On dit aux collaborateurs, c'est OK que vous serviez de l'IA, ne le cachez pas à vos managers. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de collaborateurs qui n'osent pas dire à leurs managers qu'ils servent de l'IA parce que, mon Dieu, je vais peut-être montrer que j'ai pas d'expertise alors que c'est tout l'inverse. Et très pragmatiquement, on fait des ateliers par métier, on fait des bibliothèques de prompts et cas d'usage et on fait du partage de bonnes pratiques. C'est la meilleure façon de s'y mettre. Pour faire court, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais... Exactement, et j'abonde dans son sens. L'ouverture et le partage sont extrêmement importants parce qu'il y a ceux qui savent adopter et il y a ceux qui ne le savent pas. Et qu'à partir du moment où on crée dans l'entreprise des zones d'échange interservices, multimétiers ou transverses à l'entreprise, permet d'adopter plus facilement les décisions et les impacts liés à ces outils-là. Il faut consolider un socle de savoir-faire aussi avec des consignations qui peuvent passer par de la formation, de la démonstration ou encore une fois par le partage entre collaborateurs. Merci beaucoup à vous deux, Raphaël Catan, expert retail et transformation, Édouard de Miolis, expert retail pendant plus de 20 ans et partenaire de Black Pixel. Merci beaucoup à vous deux. Julien. Et très bon salon. Merci Madines.